Je crois que les Français ont eu conscience lorsqu'ils ont pris connaissance des images de la manifestation de dimanche dernier, jour de colère, ont eu conscience des dérives auxquelles ça a donné lieu, ont eu conscience que c'était un mélange, un amalgame d'antisémitisme, d'antirépublicanisme, d'anti-progrès absolument insupportable, nauséabond. Et donc voilà, il n'y a rien à ajouter de plus. Deuxièmement, le profil des manifestants. Il y avait bien sûr tout ce que compte l'extrême droite française et l'ultra-droite, avec beaucoup de jeunes au début de la manifestation, aux cheveux courts et au visage souvent masqué. La manifestation de dimanche a réuni, comme vous l'avez rappelé, un certain nombre de groupuscules d'extrême droite, mais nous devons avoir la lucidité de reconnaître que c'est la première fois depuis longtemps que cette extrême droite réunit autant de monde. Les banderoles, les slogans... Non mais... Les slogans négationnistes étaient suffisamment pour cette séance, ça va maintenant. explicites. S'il vous plaît, on s'écoute. Et nous devons avoir aussi la lucidité de regarder de près le fait que la haine des Juifs, notamment, réunit l'extrême droite, mais aussi un certain nombre de groupes. Salut à tous et bienvenue pour ce 52e numéro des infos dont on parle peu. On va revenir sur ce qui s'est passé la semaine dernière à Paris lors de la manifestation jour de colère. Mais avant cela, laissez-moi vous donner le sommaire de ce numéro. On va parler d'infos internationales, on va parler de l'Ukraine, on va parler de la Centrafrique, on parlera ensuite de l'économie, on restera bien axé sur la France parce que chez nous ça va vraiment très mal. Entre le manque d'investissement, le chômage, la précarité, c'est pas avec les emplois aidés de M. Hollande qu'on va remonter la pente. Et on terminera avec la santé environnement où on parlera notamment du gaz de schiste. Attachez vos ceintures, on y va. On démarre donc cette vidéo en parlant de la manifestation jour de colère qui s'est déroulée dimanche dernier à Paris, dimanche dernier sous le ciel chaotique et sous la pluie glacée. Les organisateurs ont annoncé 160 000 manifestants, bon, la presse dit 17 000, nous on dit plutôt environ 40 000 personnes, ça semble être à peu près le bon chiffre, 40 000 personnes, ouais. Qu'est-ce qu'on a vu durant cette manifestation? On a vu des manifestants complètement hétéroclites. On a vu des bonnets rouges, on a vu des catholiques, on a vu des gens qui manifestaient pour la démocratie par tirage au sort, qui manifestaient contre l'Union européenne. On a vu des gens d'extrême droite, faut pas le cacher non plus. Bon, une petite frange d'extrême droite d'ailleurs, qui s'est fait remarquer par des slogans très condamnables, j'allais dire. Mais bon, forcément, les médias de masse se sont bien sûr ont braqué leurs projecteurs là-dessus et nous ont forcément qualifié immédiatement d'extrême droite, manifestation d'extrême droite. Alors là, on s'inscrit complètement en faux par rapport à ça. Je veux dire, 90-95% des gens n'étaient pas d'extrême droite dans la manifestation. Là, c'est plutôt une photographie de la France qu'on a vue. C'est comme ça que la France se définit. Il y avait des gens de gauche, pas trop, j'avoue. Il y avait des gens de droite, je pense, beaucoup, et puis quelques-uns d'extrême droite. Donc voilà, c'est une cartographie de la France qu'on avait à Paris. La manifestation s'est bien passée depuis le début jusqu'à la fin. Bon, à la fin, il y a eu malheureusement des violences. Certains diront que ce sont des gens infiltrés qui ont fait des violences volontaires pour discréditer la manifestation en elle-même. Chacun sa petite version. Je ne sais pas, je vais pas faire des supputations. En tout cas, voilà, malheureusement, il y a eu des violences à la fin, des arrestations. D'ailleurs, 2 de nos reporters se sont fait arrêter. Ils ont passé la nuit en garde à vue. Vous avez vu les images, j'espère que vous avez pu suivre sur le live stream les 2 lives en direct. Bon, on a eu pas mal de problèmes à cause de la pluie, etc. Et puis ensuite nos vidéos que nous avons mises en ligne il n'y a pas très longtemps. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, c'est encore en ligne, vous pouvez aller les voir. Je les mettrai en lien d'ailleurs. Donc voilà, c'était vraiment une cartographie de la France qu'on a vue. Et puis les politiques, il faut bien qu'ils prennent ça en conscience. Et les journalistes aussi. C'était pas une manifestation d'extrême droite. Il y en a qui nous ont qualifiés de salauds d'extrême droite, etc. Mais non, c'est pas ça. C'est la France qui était dans la rue. C'est la France qui manifeste. Les gens ne vont pas dans la rue pour se faire plaisir. Ils vont pas manifester tout le dimanche après-midi sous la pluie battante pour se faire plaisir. C'est une conséquence des politiques qui ont été menées. C'est une conséquence des politiques que vous avez menées, vous, les politiques depuis plus de 30 ans.
Le peuple a refusé l'Union européenne par le vote, nous avait entraînés dedans par force. Les gens ne veulent pas du libéralisme, les gens ne veulent pas de tout ça, les gens ne veulent pas que nos sociétés soient fermées ici et réouvertes en Chine. Tout ça, on ne l'a pas choisi. Nous, on est simplement victimes de ce système. Et la manifestation que vous avez vue, c'est la conséquence. Il ne faut pas se tromper. Les salauds, ce n'est pas nous. Les salauds, c'est ceux qui ont mis ça en place. C'est les journaux et les médias qui ont poussé, qui ont défendu les politiques et qui les défendent encore aujourd'hui. Eux nous traitent de salauds. C'est vraiment se foutre de la gueule du monde. Vraiment, hein. Voilà, donc voilà un petit peu pour ce que nous on a ressenti de cette manifestation. Bon, forcément il y aura d'autres jours de colère parce que je pense que déjà avec le temps beaucoup de gens ont dû rester à la maison, j'imagine, hein, ça a dû en rebuter plus d'un. Je pense que la prochaine fois il y aura beaucoup plus de monde. Et puis écoutez, nous on sera encore là sur le terrain, de toute façon on est là sur le terrain, on va couvrir tous ces événements et on va continuer de ramener l'info, donc restez bien branchés sur l'agence Info Libre. Voilà, on va passer maintenant aux infos internationales. On attaque les infos internationales et on va démarrer par l'Ukraine. L'Ukraine qui a été secouée par une crise assez profonde, crise politique pendant plus de 2 mois avec des violences. Vous avez vu des vidéos tournées sur internet. Alors bon, ici en Europe et en France notamment, on nous a dit que ces manifestations étaient organisées par des gens pro-européens qui voulaient rentrer dans l'Union européenne, hein. Apparemment, ça c'est relativement faux puisque selon nos informations et selon des Ukrainiens avec qui on a discuté, les revendications, c'est pas de rentrer dans l'Union européenne, mais c'était d'abolir les lois anti-manifestants et c'était plus de démocratie et plus de liberté d'expression. Voilà, exactement contre quoi les gens luttaient là-bas. Alors vous avez vu plusieurs vidéos tournées sur internet, des gens qui tapaient avec des bâtons, qui tapaient avec des drapeaux européens. Alors tout de suite ça a été interprété ici comme une manifestation pro-européenne, mais apparemment c'est absolument pas le cas. Alors qu'est-ce qu'il faut retenir de ces 2 mois de crise? Eh bien écoutez, le Premier ministre lui a démissionné, le Premier ministre Mykola Azarov a démissionné le 28 janvier et il a mis fin à ces fameuses lois anti-manifestation. Voilà. Alors bien sûr, nous on était sur le pied de guerre à l'agence Info Libre, hein, vous savez, on était prêts à partir en Ukraine. D'ailleurs, beaucoup de commentaires de gens qui nous dissuadaient de partir parce que c'était trop dangereux. Mais bon, nous on était prêts à y aller, hein, il n'y a pas de problème. Bon là, comme la situation semble s'apaiser, on va rester bien sagement en France et on va couvrir ce qui se passe en France. Voilà. Autre chose à savoir, c'est qu'une des personnes qui était à la tête des opposants ukrainiens, c'était l'ex-boxeur Vitaly Klitschko. Donc lui, apparemment, il a été mis en lumière que cette personne a été mise en selle et sponsorisée par les Young Leaders. Vous savez, c'est le think tank euro-américain dont font partie une grande partie de la classe politique française, hein, de Hollande en passant par Montebourg, etc. Toute la clique politique française en fait partie quasiment. Donc voilà, on sait pour qui cette personne, Vitaly Klitschko, roule, hein. On a bien compris qu'il était à la main des Occidentaux. Voilà. On va parler d'Israël et des déclarations de Benjamin Netanyahou lors du Forum économique mondial. Benjamin Netanyahou qui a déclaré que dans le cadre d'un accord de paix, aucune colonie israélienne en Cisjordanie ne saurait être démantelée. Par contre, celle-ci pourrait passer sous souveraineté palestinienne. Alors toute l'aile droite israélienne s'est insurgée contre l'affirmation du Premier ministre israélien. Je cite M. Bennett, qui est le ministre de l'économie. « Nous ne sommes pas revenus sur la terre d'Israël après 2000 ans pour vivre sous le gouvernement de Mahmoud Abbas. » Voilà, l'accord de paix, ça va être difficile à trouver, hein. D'autant plus difficile que côté iranien non plus, on n'est pas prêt à passer un trait sur tout ce qui s'est passé ces 60 dernières années en Israël et en Palestine. Mohammad Javad Zarif, le chef de la diplomatie iranienne, a notamment déclaré « L'Iran ne permettra jamais que les crimes commis par les sionistes contre le peuple palestinien soient oubliés. » Fin de citation. Selon la télévision iranienne arabophone Al-Alam, Zarif a également accusé les Israéliens d'exploiter la question du programme nucléaire iranien pour détourner l'attention de la communauté internationale de l'occupation en Palestine et des crimes qu'elle commet. Je cite de nouveau Monsieur Zarif. « L'Iran a voulu mener des pourparlers nucléaires et réaliser l'accord nucléaire pour justement ôter ce motif et ce prétexte des mains des sionistes. » Et il ajoute « Nous ne leur permettrons plus de recourir à cette politique sournoise pour détourner l'attention du monde des crimes qu'ils ont commis contre le peuple palestinien et du danger qu'ils représentent pour la région et le monde entier. » On passe maintenant à la Syrie et l'armée régulière qui avance vers Alep. La guerre civile continue en Syrie. Les troupes syriennes loyalistes ont réussi à progresser à la lisière sud-est d'Alep
près de l'aéroport international, provoquant la fuite de nombreux habitants qui craignaient d'être victimes des combats. On passe à la Russie. La Russie qui a proposé à l'Union européenne de créer une zone de libre-échange entre l'Union européenne et l'Union économique eurasiatique, qui comprend la Russie, la Biélorussie et le Kazakhstan. Voilà ce qu'a annoncé le président russe Vladimir Poutine. Je cite: « Nous avons proposé aux dirigeants de l'Union européenne d'étudier la possibilité de mettre en place une zone de libre-échange entre l'Union européenne et la future Union économique eurasiatique qui sera créée par la Russie, la Biélorussie et le Kazakhstan. Il importe de lancer un dialogue au niveau d'experts, a indiqué M. Poutine devant les journalistes. » On se demande bien à quoi joue Poutine hein, quand même. Hein. Lui qui est opposé à l'OTAN, opposé à tout l'Ouest en fait. Vouloir créer une zone de libre-échange avec l'Europe, ça paraît assez suspect. On continue, on parle de l'Union européenne. L'Union européenne qui va bientôt accueillir en son sein la Moldavie et la Géorgie. Waouh, vous parlez de recrue de poids, ça c'est clair. L'Union européenne signera des accords d'association avec la Géorgie et la Moldavie d'ici l'automne. Voilà ce qu'a annoncé Herman Van Rompuy au sommet russo-européen. La Géorgie et la Moldavie ont paraphé leurs accords d'association avec l'Union européenne en novembre 2013 lors du sommet du partenariat oriental à Vilnius. Le président de la Commission européenne, José Manuel Barroso, avait déclaré à l'époque que l'entrée en vigueur des accords d'association entre l'Union européenne et ces deux pays permettrait de lever plusieurs barrières commerciales. Voilà, c'est vrai que avec la Géorgie et la Moldavie, là c'est vrai que ça a du poids. Hein. On passe à la Centrafrique maintenant. Plusieurs choses à dire sur ce sujet. Tout d'abord, l'ONU qui a donné son accord pour une opération européenne en Centrafrique. Ah, il était temps de se décider. Hein. Pour l'instant, c'est les Français qui y sont. En tout cas, même s'ils ont donné leur accord, il n'y a pas beaucoup de monde qui se bouscule au portillon pour y aller. Hein. Le Conseil de sécurité de l'ONU a adopté une résolution autorisant une opération de l'Union européenne en République centrafricaine, prévoyant des sanctions pour la violation des droits de l'homme et de l'embargo sur les armes dans ce pays. Le Conseil a permis à l'Union européenne de mener une opération de soutien aux forces africaines et françaises en place pendant une période de 6 mois. On continue avec la Centrafrique. Et pour les États-Unis, eux, il faut envoyer plus de troupes là-bas. D'accord? Bah écoutez, envoyez vos boys, hein, les gars, hein, allez-y. Les États-Unis sont disposés à voter en faveur d'une résolution autorisant l'envoi des casques bleus en Centrafrique, une option soutenue depuis des mois par le président français François Hollande. Bah, tu parles, on est tout seul là-bas. Et vivement encouragée par la présidente de la transition centrafricaine. Catherine Samba Panza a interpellé la communauté internationale sur le besoin de troupes supplémentaires pour mettre fin aux exactions. La France est d'accord et Washington aussi. Et enfin, en Centrafrique toujours, on a assisté le 28 janvier dernier à un accrochage entre l'armée française et plusieurs rebelles. Le 28 janvier, accrochage entre militaires français et des combattants Séléka à Bangui. Bilan, une dizaine de Séléka ont été tués. Les soldats français ont été visés par des tirs devant le camp militaire de Ordot et ont répliqué en utilisant notamment des blindés légers Sagaï, équipés d'un canon de 90 mm pour neutraliser les tireurs. Aucune perte est à noter du côté français. On parle des drones au Pakistan maintenant et un rapport ultra secret qui a été révélé au grand jour par des officiels pakistanais. Le document secret récupéré par ces officiels pakistanais révèle que les États-Unis ont procédé à 330 attaques de drones sur le Pakistan, faisant 2371 morts. Ceci depuis 2006. En 8 ans, 330 attaques, 2371 morts. Joli. On continue et on parle de drones toujours, puisque les États-Unis sont à la pointe sur ce sujet. Ils sont en train de mettre en place et de tester des drones sous-marins. General Dynamics Electric Boat, premier constructeur de sous-marins aux États-Unis, développe en collaboration avec la marine de guerre des États-Unis le prototype d'un système de déploiement de drones sous-marins depuis un tube de lancement de missiles de croisière. Dénommé Universal Launch and Recovery Module, ce prototype consiste en un système hydraulique installé dans le tube, auquel est fixée une plateforme. Il serait couplé à une version remaniée du Marlin, un véhicule autonome sous-marin, développé par Lockheed Martin. Les premiers tests seraient concluants et il est prévu de l'installer à bord d'un sous-marin nucléaire lanceur de missiles de croisière dès l'année prochaine. Bon, j'espère que les Américains ne vont pas se tromper entre une torpille nucléaire et un drone sous-marin, ça serait vraiment dommage. Hein. Et on termine ces infos internationales avec une information un petit peu plus légère, quoique c'est presque dramatique, puisqu'au Honduras, une entreprise américaine aurait fait porter des couches à ses ouvriers. Le but, supprimer la traditionnelle pause pipi.
Certains patrons ne savent plus quoi inventer pour améliorer la productivité de leur main-d'œuvre. Au Honduras, les ouvriers d'une usine de l'entreprise américaine Lear affirment avoir été contraints de porter des couches au travail afin de ne pas perdre de temps en pause pipi. Voilà ce que rapporte le quotidien hondurio. On attaque la partie économie maintenant et on va parler de la France. Et on va démarrer par le chômage. Puisque au mois de décembre, on a compté 10 200 chômeurs de plus dans notre pays. Le nombre de demandeurs d'emploi a progressé de 0,3% en décembre, après une hausse de 0,5% en novembre. Le nombre de demandeurs d'emploi inscrits à Pôle emploi en catégorie A s'établit à 3 303 200 en France métropolitaine fin décembre 2013. Ce nombre est en hausse par rapport à la fin novembre 2013. Bon, alors en tout, ça fait une hausse de 5,7% sur 12 mois. 5,7%. Et ça, ce sont les chiffres officiels, hein, bien évidemment. Tout le monde a conscience que le chômage véritable en France est bien plus élevé. Hein. Combien on peut estimer? 5 millions? 6 millions? 7 millions peut-être? 7 millions de chômeurs en France? Bon, et qu'est-ce que va faire François Hollande pour résorber le chômage à votre avis, hein? Est-ce qu'il va dire on va se protéger un petit peu, on va faire en sorte que les entreprises reviennent en France, hein? Non, bien sûr que non. Déjà, comme il l'a dit dans son dernier entretien devant toute la presse, on est sur le bon chemin, on va continuer, on va accélérer, on va aller encore plus vite. Bah oui, on va aller encore plus vite dans le mur, François. Bon, alors qu'est-ce qu'il va faire, François Hollande, pour combattre le chômage? Est-ce qu'il va réfléchir au dumping social dans l'Union européenne? Est-ce qu'il va réfléchir au dumping social avec la Chine et tous les pays asiatiques? Est-ce qu'il va enfin faire un diagnostic juste des causes réelles du chômage en France? Eh bien non, bien sûr que non. Il va rencontrer Peter Hartz, le père de l'agenda 2010 en Allemagne, le père des réformes du marché du travail allemand sous le chancelier social-démocrate Gerhard Schröder. Peter Hartz va certainement distiller des bons conseils à notre bon François Hollande, bien évidemment. Alors, quand est-ce que la France aura conscience que nous ne sommes pas l'Allemagne? Quand est-ce que les médias vont arrêter avec ça? Avec l'exemple allemand, hein? On n'est pas l'Allemagne. Non, on n'est pas l'Allemagne. Pourquoi est-ce qu'on veut à tout prix copier le système allemand? Pourquoi est-ce qu'on veut copier ce système allemand qui fonctionne au détriment de ses voisins? Pourquoi est-ce qu'on veut à tout prix copier le système allemand où le SMIC est ridiculeusement bas? Pourquoi est-ce qu'on veut à tout prix copier le système allemand où le travail à temps partiel est roi et où la paupérisation des travailleurs est très importante? Dites-moi franchement. Alors on continue, on va parler d'Union européenne et des pays, des pays de l'Union européenne et de la France également, qui vendent leurs biens et vendent leurs richesses pour résorber leurs dettes, ou plutôt pour payer les intérêts de la dette. Alors on commence par l'Italie. L'Italie qui dilapide ses entreprises publiques. Avec une dette qui dépasse les 133% du PIB, plus de 2100 milliards, c'est même difficile à dire, 2100 milliards d'euros de dette, l'Italie a décidé fin octobre de vendre ses participations dans des entreprises dont certaines ont des missions de service public. Le ministre italien de l'économie Fabrizio Saccomanni a annoncé lors du Forum économique mondial de Davos l'intention de son gouvernement de privatiser les postes italiennes. Je cite, « On commence avec 40% et ensuite on verra ». Voilà ce qu'a précisé le ministre. L'État espère récupérer ainsi 6, 7 ou 8 milliards d'euros sur les 12 milliards annoncés fin octobre. En France, Électricité de France, Gaz de France, Aéroports de Paris ont été partiellement privatisés entre 2005 et 2007. Régulièrement, comme en avril 2013 avec EADS, l'État cède une partie de ses actifs dans des grands groupes. À noter que les tarifs des autoroutes que nous avons payés, ces autoroutes que nous avons payées avec nos sous, avec nos impôts, nous les avons légués à des entreprises privées qui les gèrent à peu près comme elles le veulent et qui augmentent leur prix à peu près comme elles le veulent aussi. Et bien cette année, les prix vont augmenter en moyenne de 1,1%. Voilà. On passe à la Grande-Bretagne. La Grande-Bretagne, où il n'y a plus grand-chose à privatiser. Outre-Manche, c'est terminé. Après la période Thatcher, tout a été privatisé. C'est comme aux États-Unis presque. Alors le gouvernement s'est tourné vers la police afin de diminuer de 20% son budget. Une partie de leurs prérogatives va être confiée à des sociétés privées. La mesure s'accompagne de nombreuses suppressions de postes dans les forces de l'ordre. 2764 postes en 3 ans, rien que pour le Westland. Et enfin la Grèce a été mise sous la tutelle de la Troïka, BCE, FMI, Commission européenne, et a été forcée à démanteler ses services publics afin de bénéficier de plans d'aide de plusieurs milliards d'euros. Afin de trouver 50 milliards d'euros d'ici 2020, l'État a vendu ses participations dans différentes entreprises, comme l'opérateur téléphonique OTE, la loterie nationale grecque, les mines de nickel, le port du Pirée
aiguise les appétits des investisseurs. Clou de cette vente aux enchères digne du mont de piété, la mise en vente d'une liste de 47 îles et îlots inhabités appartenant à l'État grec. Voilà. On continue de parler de la France, puisque malgré le fait que c'est la crise et que ça va mal, en tout cas, comme je vous le disais la semaine dernière, le complexe militaro-industriel français, lui, se porte bien, puisque la France a exporté cette année pour 6,3 milliards d'euros d'armes. Après une année difficile en 2012 en matière d'exportation, seulement 4,8 milliards d'euros, les industriels et la défense tricolore ont réussi à augmenter de 31% leur prise de commande en 2013. Ils ont exporté l'année dernière au moins 6,3 milliards d'euros de vente de systèmes d'armes. Voilà. Donc voilà, ça a du bon d'aller faire la guerre, ça a du bon d'intervenir en Libye, ça a du bon d'intervenir au Mali et en Centrafrique, comme ça au moins on montre notre savoir-faire. Ça fait gagner de l'argent aux grandes multinationales qui gèrent ces entreprises, parce que pour nous on gagne rien du tout. C'est nous qui payons la guerre, je vous le rappelle. On continue avec la France et on parle maintenant des investissements étrangers en France, puisque malgré le fait qu'on vende des armes, les investisseurs étrangers, eux, rebutent à venir en France. Les nouveaux investissements directs de l'étranger en France ont chuté de 77% en 2013 pour tomber à 5,7 milliards de dollars, soit 4,1 milliards d'euros. Ces mouvements internationaux de capitaux réalisés en vue de créer, développer ou maintenir une filiale à l'étranger ont cru de 11% sur l'ensemble de la planète pour s'établir à 1461 milliards de dollars. Donc voilà, 1461 milliards de dollars pour l'ensemble de la planète, mais chez nous, il y a eu un recul de 77% pour tomber à 5,7 milliards de dollars. Là, je ne sais pas s'il faut se réjouir ou s'il faut pleurer en fait, parce que d'un côté, je suis assez content que des entreprises étrangères comme des entreprises qataries ou de l'Arabie Saoudite ne viennent pas chez nous, ou même chinoises ne viennent pas chez nous. D'un autre côté, c'est vrai que ça veut vraiment dire que la France est en panne. On continue et la France qui a frôlé une descente d'un cran de notre note souveraine. C'est Moody's qui a maintenu la note de la France à AA1. Je ne sais pas par quel miracle, mais en tout cas elle l'a maintenue. L'agence de notation Moody's n'a pas dégradé la note de la France à AA1 pour le moment, malgré son scepticisme à l'égard des réformes de François Hollande. Donc c'est là où on voit que toutes les déclarations de François Hollande sur le pacte de confiance, etc., tout ça c'est des annonces pipeaux, mais c'était pour pas que ces agences de notation dégradent la France, parce que qui dit dégrader la France dit remonter des taux d'intérêt. Donc parce qu'on marche avec la dette, on marche avec les emprunts, avec rien d'autre. Je continue. Certains spécialistes émettent l'hypothèse que Moody's dégradera la France dans les semaines à venir, et pas d'un seul cran, mais de 2 crans à la fois. Voilà pourquoi la France, aujourd'hui, anticipe ses prêts sur les marchés financiers, pendant que ses taux sont bas. Et quand les taux d'emprunt remonteront, attention, les yeux. On parle des États-Unis maintenant, et du plafond de la dette des États-Unis qui doit une fois de plus être relevé. Alors on nous a déjà fait le coup en novembre dernier. Là, c'est vrai que on avait remonté le plafond d'un petit montant, du coup, c'est reparti comme en 40 là-bas. Le plafond de la dette doit être relevé avant le 7 février, auquel cas nous aurons droit de nouveau, comme à l'automne dernier, à un shutdown. Et la deadline est fixée pour fin février, avant que l'État soit en faillite. Voilà, donc on va suivre ça bien évidemment de près. On va parler de la Russie et de l'Union européenne, puisque les Russes et l'Union européenne se sont entendus sur l'exploitation à 100% du gazoduc Opal, une dérivation du pipeline du gaz Nord Stream, reliant ce dernier au réseau gazier européen. Voilà ce qu'a annoncé à Bruxelles le président Vladimir Poutine. On continue et on se demande où est-ce qu'en est le traité transatlantique quand même, puisque apparemment les négociations vont bon train. Nous, on est plongé dans le silence, on est plongé dans le noir, on ne sait pas ce qui se passe, on ne sait pas ce qui se dit. Et puis pour le moment, il n'y a rien qui fuite. Il y a eu d'ailleurs des fuites sur le traité transpacifique. Apparemment, Wikileaks a récupéré des documents. Alors je les ai communiqués à des personnes. C'est tout en anglais, c'est assez long, c'est assez fastidieux. J'espère qu'on pourra en ressortir quelque chose. Donc il y a des fuites du traité transpacifique. Alors peut-être que ça nous donnera des indications sur ce qui se passe sur le traité transatlantique. En attendant, une interview de Nicole Bricq, la ministre française du Commerce extérieur, dans le journal La Tribune,
Alors, dans cette interview, on n'apprend vraiment rien de neuf sur le traité en lui-même, hein, mais on apprend que les choses sérieuses vont commencer. Je cite Nicole Bricq. Auparavant, il s'agissait seulement de pourparlers pour évoquer les sujets qui seraient abordés lors des négociations, tels que les marchés publics, les services financiers, etc. Le round d'observation est maintenant terminé. Nous avons 3 rendez-vous importants à venir. Le 17 février, les négociateurs politiques Karel de Gucht et Michael Froman vont se rencontrer. Puis le 28 février, les États membres se réuniront à Athènes pour un Conseil européen, lors duquel les ministres du commerce extérieur auront droit au compte-rendu de cette rencontre. Et le 26 mars, Herman Van Rompuy, Barack Obama, José Manuel Barroso se verront pour parler des négociations. Enfin, les difficultés commencent. Fin de citation. On attaque la partie santé-environnement et on va parler de gaz de schiste, puisque notre ministre du redressement productif, Arnaud Montebourg, a vanté, je cite, hein, les techniques propres pour extraire le gaz de schiste. Waouh! Le ministre du redressement productif, Arnaud Montebourg, veut publier après les municipales, vous notez, hein, après les municipales, pas maintenant, hein, un rapport défendant une nouvelle technique expérimentale propre d'exploitation des hydrocarbures de schiste. Cette technique, déjà évoquée dans un rapport parlementaire fin 2013, consisterait à fracturer la roche contenant des hydrocarbures sans avoir recours à la technique utilisant l'eau et des produits chimiques, interdite en France pour son risque environnemental. Alors, il s'agirait d'utiliser du fluoropropane, en réalité de l'heptafluoropropane, également sous le sigle de non inflammable propane, une technologie propre, entre guillemets, proposée par la société américaine E-Corp Steam. Ce liquide non inflammable dérivé du propane est actuellement utilisé comme propulseur dans des inhaleurs pour traiter l'asthme ainsi que dans les extincteurs. Pourtant, il y a un mois environ, dans les infos dont on parle peu numéro 49, il me semble, je vous avais parlé du rapport de l'Académie des sciences qui disait, je cite, « Le comité mentionne des méthodes alternatives utilisant l'électrofituration, la fracturation thermique ou l'injection de propane ou de CO2 supercritique, mais conclut qu'elles ne constituent pas à l'heure actuelle des alternatives à la fracturation hydraulique. » Voilà, donc apparemment, Montebourg, lui, il a, il a des possibilités avec le propane. Apparemment, il a une technique prête à être testée. Waouh! En quelques jours, quelques semaines, joli. L'Union européenne qui a laissé la possibilité aux États d'exploiter les gaz de schiste comme bon leur semble. Ceci a été salué bien évidemment par le PDG de Total, Christophe de Margerie. Donc il a donc salué la décision de Bruxelles et il a salué aussi la volonté d'Arnaud Montebourg de convaincre François Hollande d'avancer sur la recherche dans le domaine. Je cite. L'Europe dit aujourd'hui, nous ne voulons pas interdire le développement du gaz de schiste. Par contre, on va demander à ceux qui veulent le faire d'être extraordinairement respectueux de l'environnement et de faire attention. Très bien, c'est le genre de message qu'on aimerait avoir partout. C'est vrai que toutes les sociétés pétrolières, au niveau environnemental, elles sont vraiment exemplaires. On termine cette vidéo en parlant des insecticides et des bourdons, les bourdons qui perdent le nord lorsqu'ils ingèrent même des quantités infinitésimales d'insecticides. L'étau scientifique se resserre autour des néonicotinoïdes, cette famille d'insecticides commercialisés depuis le milieu des années 90 et suspectée depuis peu d'être l'une des causes majeures du déclin des insectes pollinisateurs, abeilles domestiques et insectes sauvages. Dans la dernière édition de la revue Écotoxicologie, des chercheurs britanniques montrent que des doses infinitésimales d'imidaclopride, l'un des principaux représentants de cette famille chimique, sont susceptibles de perturber le comportement de bourdons communs et d'affaiblir de manière durable et significative le fonctionnement de la colonie. Les auteurs, conduits par le biologiste Gav Goulson de l'université de Sussex, ont utilisé 6 colonies de bourdons de taille identique. Pendant 2 semaines, ces colonies ont été nourries en laboratoire avec une solution sucrée et du pollen. Pour 3 d'entre elles, la nourriture était exempte d'imidaclopride. Pour les 3 autres, le produit était présent à des concentrations de 6 parties par milliard dans le pollen et de 0,7 parties par milliard dans la solution sucrée. Ces taux sont comparables à ce que les pollinisateurs rencontrent dans la nature lorsque les semences ont été traitées par l'insecticide. Après 2 semaines de ce régime, les colonies traitées et témoins ont été placés dans la nature et les chercheurs ont observé la capacité des insectes à faire fonctionner leur colonie. Une petite puce à radiofréquence RFID a été placée sur l'ensemble des bourdons utilisés dans l'expérience afin de suivre chaque individu et d'en évaluer l'activité.
Un dispositif de mesure automatique du poids des insectes a en outre été placé à l'entrée de chaque nid. Chaque bourdon a été pesé avant et après voyage entrepris pour aller butiner. Résultat, la capacité des bourdons traités avec l'imidaclopride à butiner du nectar n'a pas été significativement différente des bourdons témoins, écrivent les chercheurs. Mais les insectes traités ont rapporté du pollen au terme de 40% de leur voyage, alors que les bourdons témoins en ont rapporté dans 63% des cas. Et lorsque du pollen était effectivement collecté par les butineurs, ceux qui avaient été exposés à l'insecticide en ont ramené avec une efficacité horaire de diminuer d'environ un tiers, 31% par rapport aux insectes témoins. Voilà, c'est terminé pour cette vidéo. Je vous remercie tous pour votre attention. On remercie également tous ceux qui étaient à Paris la semaine dernière et qui nous ont serré les mains, qui nous ont accueillis de façon très chaleureuse. Vraiment, ça fait vraiment très plaisir, hein. Il ne me reste plus qu'à vous donner rendez-vous la semaine prochaine. D'ici là, restez bien informés. Merci à vous pour le soutien de l'Agence Infolibre. Rendez-vous bien évidemment sur la chaîne YouTube de l'Agence Infolibre, sur le site internet de l'Agence Infolibre, sur le Facebook, sur le live stream, sur le Twitter. Vous en avez l'habitude maintenant. Voilà, rendez-vous la semaine prochaine. Restez bien informés. Ciao!